Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à une question que vous posez sans doute. Le petit déjeuner doit-il être le repas principal de la journée? Nous répondrons aux questions suivantes. Le petit déjeuner est-il vraiment essentiel pour notre santé? Saurions-nous nous en passer? Que se passe-t-il si nous nous en passons? La croyance qu'il est un repas primordial repose-t-elle sur des connaissances scientifiques avérées? Ou est-ce simplement le résultat de préjugés véhiculés? Qui a décidé du contenu de notre petit déjeuner à la française, basé sur la consommation de céréales, de pain, de laitage, de jus d'orange, de confiture ou de miel? Quelles sont les alternatives possibles à ce petit déjeuner? Et quels sont les effets santé si nous ne mangeons pas de petit déjeuner, c'est-à-dire si nous faisons ce que l'on appelle du fasting ou du jeûne intermittent? Voilà, je suis Jean-Baptiste Yvan de la formation alsacienne de naturopathie et nous allons tordre le cou à une idée reçue bien ancrée dans nos croyances. Vous connaissez tous l'adage « il faut manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un mendiant », grand lieu commun, ou alors le petit déjeuner est le repas principal de la journée. Si vous ne mangez pas le matin, vous risquez d'être fatigué, de perturber vos rythmes, de ne pas tenir jusqu'à midi. Pourquoi devrions-nous rompre le jeûne? Je pose simplement cette question. Le matin dès le lever. Pourquoi le long jeûne de la nuit, qui est cassé par ce fameux déjeuner, doit-il se faire dès le lever plutôt que de se faire à 10h, à midi, à 13h, voire à 15h? Pourquoi devrions-nous absolument manger dès le lever le matin? Quand j'interroge des patients, des personnes, sur leur envie de manger le matin au petit déjeuner, ils se partagent en trois groupes. Les premiers disent ne pas pouvoir se passer de leur petit déjeuner, sinon ils auraient peur de se sentir mal au milieu de la matinée, vers 10-11 heures. C'est souvent d'ailleurs ceux-là qui font des petites crises d'hypoglycémie, parce qu'il ne s'agit que de cela vers 10-11 heures, et qui se jettent sur le premier aliment sucré. Il y a ceux qui n'ont pas faim le matin, et qui se forcent par contre à grignoter un petit truc pour démarrer la journée parce qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas partir le ventre vide. En ayant le ventre plein, vous n'aurez pas forcément de nutriments disponibles au niveau cellulaire. Ce qui est dans votre estomac, dans votre intestin, ne passe pas forcément la barrière intestinale dans l'immédiat et donc ne peut nourrir vos cellules. Être bien nourri, c'est avoir des nutriments disponibles sur le plan cellulaire et non pas avoir le ventre plein. Quand vous avez le ventre plein, c'est que vous êtes en train de digérer, il y a des processus digestifs qui sont en train de se mettre en place, ce qui crée des lourdeurs digestives et pas forcément une bonne énergie pour être efficace dans votre travail. Et puis il y a une troisième catégorie d'individus, c'est ceux qui se contentent de respecter leurs besoins, leurs sensations, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas faim le matin, ils se contentent d'un verre d'eau, d'une tisane, d'un thé. Ils respectent leurs sensations sans subir le conditionnement ambiant qui les force à manger un petit déjeuner. Je fais partie de cette majorité, comme la plupart des membres de ma famille, même s'il m'arrive de temps en temps de déjeuner avec 2 œufs. Et on se porte très bien, on tient d'ailleurs même très facilement jusqu'à 12, 13, 14, 15 heures sans manger. Alors pour comprendre la nécessité du repas du matin, regardons ce qui se passe sur différents plans lorsque vous petit déjeunez. Au lever du matin, déjà sur le plan nerveux, tout votre corps bascule dans ce qu'on appelle la sympathicotonie. Tout votre organisme se met en route pour pouvoir être efficace au travail. Alors anciennement c'était pour la chasse ou la cueillette, nous sommes encore des chasseurs-cueilleurs diurnes, c'est-à-dire que notre énergie est maximale le matin au lever, suite à des sécrétions d'hormones qui nous mettent dans un état de stress, c'est-à-dire dans un état d'efficacité physique et mentale, pour répondre aux exigences de la chasse. Ça veut dire que vos sécrétions de cortisol, d'adrénaline, sont maximales le matin. Ce qui veut dire que votre organisme va être disposé pour un effort physique, un effort intellectuel, mais que cette énergie disponible au niveau du cerveau et au niveau des muscles ne va plus l'être sur le plan digestif. Et oui, ce qui est pris d'un côté ne peut être disponible de l'autre. Nous avons une seule source d'énergie nerveuse, et lorsque cette énergie est disponible sur un plan, elle est beaucoup moins sur un autre. Ce qui veut dire que le matin, vous n'êtes pas disposé à bien digérer. Votre système digestif n'est pas alimenté, il n'y a pas d'afflux de sang important, il n'y a pas de sécrétion enzymatique importante,
et vous n'avez pas faim. Le matin, au lever, la plupart d'entre nous n'avons pas de réelle sensation de faim. Attention à ne pas confondre la faim réelle, qui est une sensation agréable, une demande physiologique, avec la sensation de bouche pâteuse, de tiraillement de l'estomac, de nausées, voire de bouche, de joues gonflées le matin, qui sont en fait juste les signes de ce qu'on appelle la désassimilation nocturne, qui n'est pas complètement terminée d'ailleurs, et qui est souvent un signe d'inconfort digestif, voire d'un état pré-pathologique, calmé par l'aliment, comme on peut calmer une plaie par un pansement. Donc ne pas confondre cette sensation désagréable avec la faim physiologique, qui elle est une véritable demande cellulaire. Et comment pourrions-nous avoir faim, une demande cellulaire le matin, sachant qu'on n'a rien fait pendant toute la nuit? Dormir ne vous consomme pas énormément d'énergie. Donc que se passe-t-il alors lorsque vous vous forcez à manger? D'abord, la qualité de la digestion sera forcément moins bonne. Lorsque vous prenez un aliment sur un organisme qui n'est pas disposé à digérer correctement, qui n'a pas d'énergie nerveuse suffisante sur ce plan-là, qui n'a pas de sécrétion enzymatique importante, alors votre digestion sera forcément plus lente, votre assimilation moins importante, vous risquez de produire plus de fermentation et donc plus de déchets organiques. Et donc de ne pas profiter pleinement de votre repas, simplement vous allez causer une fatigue supplémentaire. Ensuite, votre organisme, votre énergie nerveuse sera détournée vers la digestion. Elle sera alors, cette énergie nerveuse, moins disponible pour votre intellect, votre travail mental, votre physique si vous avez un travail physique. Vous savez, vous connaissez tous peut-être ce proverbe roumain, un estomac plein n'aime pas penser. On n'est pas très efficace après un très gros repas pour aller travailler intellectuellement ou aller faire du sport. Normal, quand on digère, notre énergie est mobilisée par la digestion et elle n'est pas disponible pour votre système nerveux ou vos muscles. J'entends déjà alors les inquiets qui me disent « mais je ne peux pas me passer le matin de mon petit déjeuner, je ne vais pas réussir à tenir jusqu'à midi ». Cette question est la preuve d'une méconnaissance totale de la physiologie humaine, mais sans doute aussi le fait d'une angoisse profonde, une mémoire irrationnelle de manque, souvent véhiculée par nos parents ou nos grands-parents ayant connu la guerre ou les tickets de rationnement. Mais regardons de près ce qui se passe si vous ne mangez rien le matin. Votre corps va alors se mettre dans une situation où il va devoir utiliser le glucose circulant, vos réserves de sucre circulant dans votre sang, pour alimenter vos cellules nerveuses en particulier. Puis, ces réserves circulantes vont forcément s'épuiser. Ça prend entre 12 et 16-17 heures pour épuiser toutes ces réserves de sucre, on va dire une quinzaine d'heures. Est-ce pour cela que vous allez tomber, vous écrouler et ne plus avoir d'énergie du tout? Pas du tout. Car votre corps va alors déstocker, va aller rechercher du sucre dans vos réserves de glycogène hépatique, dans le foie ou dans les muscles. Il va alors les libérer. Et savez-vous de combien d'autonomie vous disposez pour tenir avec ces réserves? Entre 24 et 48 heures. Ça veut dire que vous pourriez vous passer d'aliments pendant 48 heures et avoir toujours à disposition du sucre dans votre corps, uniquement basé sur vos réserves de glycogène. Ça ne veut pas dire qu'après ces 2 jours, vous allez mourir. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu les vidéos sur le jeûne, vous savez très bien que l'on peut tenir plusieurs jours sans manger, sans fringales, sans hypoglycémie, puisque votre corps, une fois qu'il aura épuisé ses réserves de glycogène, va déstocker les acides gras de l'organisme et les transformer en corps cétonique pour en faire une source d'énergie qui va remplacer le glucose. Voyons ce qui se passe maintenant lorsque vous passez une nuit et une matinée sans manger. En fait, ça n'a aucune incidence sur votre glycémie, vous avez compris, puisque vos réserves sont capables de libérer le glucose dont vous avez besoin. Soit dit en passant, le glucose n'est pas la seule source d'énergie dont nous avons besoin. Même si nous avons besoin toujours d'un minimum de sucre pour nourrir certaines cellules de notre corps, la plupart de l'énergie peut être apportée aussi par des corps cétoniques libérés par les acides gras lorsque nous jeûnons. Mais c'est un cas particulier, nous ne développons pas ici. S'il n'y a pas d'incidence sur les variations de glucose, en revanche, il peut apparaître
lorsqu'on ne mange pas le matin le petit déjeuner, et si nous sommes habitués à consommer régulièrement du sucre, du glucide au petit déjeuner, il peut arriver donc un état de manque, un état d'addiction qui se fasse fortement sentir chez certaines personnes et qui entraîne une certaine mal-être, un malaise. Je ne parle même pas de crise d'hypoglycémie, je vais parler surtout d'une demande addictive de sucre. Néanmoins, cette demande n'est pas un besoin physiologique. Donc elle passe relativement vite après quelques jours d'adaptation lorsque l'on ne déjeune pas. Après une courte phase d'adaptation et surtout le fait de dépasser la croyance que nous avons absolument besoin de manger le matin et que vous ne manquerez pas de sucre dans vos cellules, vous aurez en vous habituant donc à ne pas petit déjeuner ou à petit déjeuner autrement qu'avec des glucides, vous aurez une certaine stabilité de votre énergie et en particulier de votre humeur, de vos capacités de concentration, on va voir, à des mécanismes bien précis que je vais vous expliquer maintenant. Vous connaissez de nombreuses personnes qui se plaignent d'avoir toujours un petit creux vers 10-11 heures. C'est peut-être votre cas. Ça l'a été moi aussi pendant des années, surtout dans mon adolescence. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se précipite à la machine à café ou au distributeur ou on mange la petite sucrerie que l'on trouve à portée de main. Tout ça va nous aider à passer cette petite phase de fringale, d'hypoglycémie, car il s'agit vraiment d'une baisse de la glycémie dans le sang, là, avérée, qui n'est que le résultat d'une réaction au petit déjeuner basée sur notre consommation de sucre le matin. Je m'explique. Kellogg's, Nestlé, tous les grands noms de l'industrie agroalimentaire ont placé les céréales et les aliments sucrés comme étant des aliments de base de notre petit déjeuner à l'occidental. Cette notion de devoir manger absolument du pain, des céréales, des laitages associés à de la confiture, du miel, des croissants le matin au petit déjeuner n'est pas forcément quelque chose qui a toujours existé. Le petit déjeuner de vos arrière-grands-parents était constitué de volaille, était constitué d'œufs, d'omelettes, de bacon, un petit peu de pain fait maison et parfois de fromage. En aucun cas, les céréales, le miel, la confiture étaient des aliments habituels du petit déjeuner de nos ancêtres. Tout ça repose sur un marketing acharné avec des milliards et des milliards qui ont été déversés pour que les lobbies de l'agriculture industrielle, et je dis bien de l'agriculture et non pas de l'élevage, c'est surtout cela qui nous fait croire que les céréales étaient des aliments santé. Je reviendrai sur cette notion-là plus tard. Tous ces aliments, donc, ne sont que du sucre et encore du sucre, auquel on rajoute parfois même des laitages qui ne vont pas arranger les choses. Certains laitages, du moins. Alors, que ces aliments soient complets, bio ou même naturels, comme on dit, cela ne change quasiment rien. Quand vous consommiez un pain blanc ou un pain complet, semi-complet, intégral, des céréales complètes, du jus bio, du miel de qualité, à l'arrivée, cela reste des aliments riches en glucides. Ces aliments, même si ce sont des aliments à index glycémique moyen, comme le pain par exemple complet, à ce moment-là, ce pain va se dégrader et libérer du glucose dans votre intestin. Ça veut dire qu'à l'arrivée, tous ces aliments, qu'est-ce qu'ils apportent? Quasiment uniquement du glucose. Quelques fibres pour certains, mais quasiment rien. Ce glucose va être donc déversé en très grande quantité dans votre sang, en l'espace de 1 heure, 2, 3 heures, lorsque vous consommez un pain plus complet. Mais à l'arrivée, c'est du glucose. L'amidon se transforme en glucose. Ce glucose va avoir une incidence particulière bien connue maintenant de la physiologie, c'est qu'il va élever votre taux bien sûr de glycémie, de sucre dans le sang, et par là même, votre pancréas va devoir sécréter de l'insuline pour faire rentrer en grande quantité ce sucre dans vos cellules, nécessité pour que vos cellules puissent être nourries. Mais cette grande sécrétion d'insuline va s'accompagner d'une hypoglycémie réactive, c'est-à-dire une chute très violente de la glycémie, et 2-3 heures après, c'est-à-dire vers 10-11 heures, vous allez être pris de fringale, car votre taux de sucre dans le sang va descendre très bas. Vous vous précipitez alors
pour compenser ça, et vous rentrez dans un cercle vicieux, puisque en consommant à nouveau vers 11 heures un sucre, vous élevez à nouveau votre glycémie, votre insuline, et vous recréez 1 ou 2 heures après, en attendant bien sûr le repas de midi, une petite hypoglycémie réactive. Toutes ces phases de pic de glycémie, pic d'insuline, hypoglycémie, amènent des sécrétions importantes d'insuline, on appelle ça une hyperinsulinémie, qui fait le lit de toutes les maladies métaboliques. On sait aujourd'hui que les diabètes, les pathologies, l'obésité, le surpoids, l'hypertension, auraient pour origine des troubles de l'insuline, et en particulier qui s'accompagnent bien sûr aussi d'un épuisement pancréatique. Alors, ne croyez pas qu'en consommant des aliments naturels, comme du jus d'orange pressé, ou de la confiture maison, ou du miel bio des montagnes, ça va changer quoi que ce soit. C'est même pire. Ces aliments contiennent du fructose, certes un sucre naturel, mais qui n'existe pas en quantité aussi importante dans la nature lorsque nous étions, il y a à peu près 20 000 ans, à l'ère du paléolithique, et nous sommes construits pour continuer à nous alimenter tel que nous étions à l'ère du paléolithique. Ça veut dire que ce fructose arrivant en très grande quantité dans notre corps doit être géré et métabolisé par notre foie, seul lieu où il est métabolisé à la différence du glucose, c'est-à-dire qu'il est traité vraiment comme un poison. Et cet excès de fructose peut aussi créer et est source de stéatose hépatique, c'est-à-dire de grossissement de notre foie, un foie qui devient plus gras, qui fait le lit, donc on a dit des maladies métaboliques, mais aussi, on a tendance à l'oublier, mais aussi de libération de triglycérides, de modification du cholestérol dans le corps, c'est-à-dire des taux de LDL, etc., etc. Alors pour ceux qui tiennent absolument à s'alimenter le matin, une alternative existe, bien sûr, ce serait le retour à une alimentation du passé, c'est-à-dire constituée essentiellement de fibres, de protéines et de graisses de qualité, c'est-à-dire considérer le petit déjeuner comme un repas normal. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on est absolument attiré par le sucre le matin plutôt que le soir? Pourquoi on ne ferait pas un repas, un petit déjeuner à la française, café au lait, croissant, pain, pâte à tartiner le soir plutôt que le matin? C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Plutôt pourquoi le soir et pas le matin? C'est parce que simplement le matin on n'a pas vraiment faim et que le sucre aide à faire passer cette sensation de faim plus rapidement. C'est quelque chose de plus agréable, on va dire, que de consommer des protéines, de la viande, des œufs, des légumes le matin, ou des noix, des acides gras essentiels intéressants. Mais vous savez très bien que nous ne sommes pas la référence en matière de nutrition dans le monde, et que nombreux pays consomment ce type d'aliments toute la journée, et que le petit déjeuner est considéré chez eux comme un repas comme un autre, et pas différent d'un autre. Essayons de voir maintenant les avantages, ou les inconvénients, que pourrait être le fait de sauter le petit déjeuner. C'est-à-dire que nous avons déjà vu l'intérêt sur le plan du maintien de l'énergie, vous n'avez pas de variation d'insuline, de glycémie, donc votre humeur reste stable, votre capacité de concentration est meilleure, votre énergie est disponible aux muscles et au cerveau. Mais il y a d'autres avantages à ne pas manger pendant une demi-journée en plus de la nuit. On appelle ça le fasting, ou jeûne intermittent, chose que faisaient régulièrement nos ancêtres. Et c'est quelque chose qui se développe, qui est très à la mode. Je vous renvoie d'ailleurs aux excellentes vidéos de J.B. Rives, qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Le Fasting. Et sinon, je vous renvoie aussi à mon livre qui s'affiche ici sur les maladies métaboliques, dans lequel je traite aussi en partie ce sujet-là. Alors, j'ai déjà expliqué dans des articles ou dans d'autres vidéos l'intérêt de faire du jeûne sur du moyen terme, plusieurs jours, long terme, mais quel est l'intérêt d'une formule de faire ce qu'on appelle du jeûne intermittent, c'est-à-dire de ne pas manger pendant l'espace de à peu près 15 à 16 heures, c'est-à-dire entre le repas du soir, on finit de manger vers 8-9 heures, et jusqu'à midi, 13 heures le lendemain, c'est-à-dire une quinzaine d'heures, on ne s'alimente pas. Ce jeûne a plusieurs intérêts. Dans le premier, le plus simple, plus connu, c'est bien sûr la restriction calorique. Vous ne vous alimentez pas pendant 15 heures et vous mangez de la même façon à midi et l'après-midi et le soir, c'est-à-dire que vous avez un repas en moins. Cette restriction calorique est toujours intéressante sur le plan d'élimination. Mais
il se peut qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire que vous puissiez consommer entre midi et 21h le soir la même chose que ce que vous consommiez entre 8h du matin et 21h le soir. Donc, l'effet n'est pas que sur le plan de la restriction calorique, bien sûr. Alors, ce jeûne intermittent date de Dewey, c'est un hygiéniste du début, un médecin du début du siècle aux États-Unis, enfin du XXe siècle. Il appelait ça le No Breakfast Plan, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il s'est aperçu qu'en faisant jeûner ses patients le matin, il obtenait des résultats très intéressants, des cicatrisations, des réparations, des gens qui sortaient de pathologies. Et en plus de cela, il s'est aperçu qu'en n'apportant pas d'aliments le matin, on avait une sorte d'économie sur le plan de l'énergie nerveuse. Alors, pas de petit déjeuner veut dire pas de digestion, donc une économie digestive. On l'a vu, une économie sur le plan de la restauration de la muqueuse intestinale, la muqueuse digestive. Ça, c'est déjà un aspect important. Et dans notre société, nous ne laissons pas le temps à notre organisme de se réparer, de temps de pause. Imaginez que vous fassiez un repas du soir très copieux, ou même normal, il vous faut 7-8 heures pour digérer ça. C'est-à-dire que dès le lendemain matin, en remangeant vers 6-7 heures, vous n'avez pas de phase où votre système digestif est complètement en repos. En laissant la matinée en plus pour faire ce travail-là de repos, de restauration de la muqueuse, vous permettez des réparations au corps, une économie qui va lui permettre de se restaurer convenablement. Il faut bien comprendre que le fait de manger en continu n'est pas quelque chose de physiologique et de normal dans la nature. Nous devrions avoir des pauses, notre système digestif est fait pour avoir des pauses, des repos digestifs. Ensuite, n'oublions pas que lorsque vous ne déjeunez pas le matin, votre corps, au bout de 12, 13, 14 heures, va être obligé de faire appel à ses réserves de glycogène. Vous allez rentrer donc dans un mode catabolique, c'est-à-dire de déstockage des réserves. Et ce mode-là, on l'a que très peu au cours d'une journée, sauf si vous êtes un grand sportif et que vous faites énormément d'exercices physiques. Là, vous allez être dans un mode déstockage, il va falloir compenser par une nutrition adaptée. Mais lorsque l'on est sédentaire et que l'on mange 3-4 fois par jour, ce mode déstockage n'existe pas. Donc, ce temps de repos physiologique-là sera intéressant pour permettre ce déstockage et éventuellement, bien sûr, une perte de poids. Ensuite, lorsque vous ne mangez pas le matin, vous créez une désaccoutumance. Vous allez sortir d'une addiction potentielle au sucre. C'est un des moyens les plus efficaces pour cela. C'est un des moyens les plus efficaces pour lutter aussi contre les maladies métaboliques. J'en parle aussi dans mon livre. C'est un moyen très puissant pour lutter en particulier contre le diabète, l'hypertension, les variations de profil lipidique. C'est un moyen d'améliorer aussi les capacités cardiovasculaires chez les insuffisants cardiaques. On observe de très bons résultats, bien sûr, pour toutes les personnes qui ont des ballonnements, des syndromes de perméabilité intestinale, de lourdeur intestinale. Voilà, il n'y a pratiquement que des avantages à faire du fasting, mais attention, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une obligation pour tout le monde, et en particulier pour des personnes qui veulent prendre du poids, qui font beaucoup d'exercices physiques, qui font de la musculation. Certains peuvent faire du fasting, il n'y a aucune contre-indication. Par contre, c'est des tempéraments très rétractés, très minces, qui ont des difficultés à digérer, avec des gros repas mis trop rapprochés. On pourra faire éventuellement un petit déjeuner très spécifique en adaptant à chacun. Alors en conclusion de cette vidéo, 4 points. D'abord, nous ne sommes pas faits physiologiquement, vous avez compris, pour manger le matin, sauf à part peut-être quelques cas exceptionnels. Si nous voulons être actifs et efficaces le matin pour travailler, pour réfléchir, pour faire de l'exercice physique, l'idéal, c'est de ne pas avoir le ventre plein. Au contraire, le ventre vide nous permet d'être plus disponible sur les autres plans. Essayez d'ailleurs l'exercice physique à jeun, c'est excellent. Pire encore, si vous consommez du sucre le matin, plutôt que d'avoir une énergie stable, vous allez avoir des variations de glycémie qui vont entraîner des perturbations de votre humeur, de vos capacités de concentration et de votre efficacité. Donc, attention, à long terme, ça crée une accoutumance, bien sûr, au sucre, des variations de glycémie importantes et un épuisement pancréatique et hépatique qui peut être préjudiciable à votre santé. Alors, offrez à votre corps
du repos digestif régulier. Alors certains vont me dire, oui, mais pourquoi pas sauter plutôt le repas du soir que le petit déjeuner? Je vais vous l'expliquer, nous sommes des êtres diurnes, faits pour être efficaces au lever du soleil, pour la chasse. Bien sûr, on peut très bien faire du fasting, du jeûne intermittent le soir, mais votre corps est beaucoup plus réceptif à la digestion après une journée de travail, après avoir fait de l'exercice physique. Il y a une réelle demande cellulaire. Votre corps va passer à ce moment-là dans ce qu'on appelle la vagotonie, c'est-à-dire un état de détente nerveux qui fait que l'énergie va aller directement à la digestion et rendre votre corps réceptif à la digestion des aliments. Voilà pourquoi le soir, il est plus intéressant de faire un repas copieux, bien sûr équilibré et facile à digérer, plutôt que le matin. Dernière chose, pour aller plus loin dans ces mécanismes et cette compréhension, je vous renvoie donc à plusieurs ouvrages, donc la revue Néo Santé dans laquelle j'ai une rubrique qui concerne tout ce qui est en rapport avec la naturopathie. Je vous renvoie sinon, pour aller bien plus loin dans les mécanismes physiologiques et métaboliques, à mon dernier ouvrage, Guérir les maladies métaboliques en comprenant leurs causes. Et je vous invite à participer sinon aux séminaires que j'organise tout au long de l'année. Voilà ceux qui concernent bien sûr l'alimentation, les maladies métaboliques, la gestion de la santé par la naturopathie, pour aller bien plus loin encore que dans ces vidéos. Je vous remercie de votre écoute.